Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Alors podcast, comme vous l'avez vu, qui parle de la vie quotidienne sous l'ère victorienne. Alors attention, c'est ce qu'on m'a demandé. Inutile de vous dire que bon, c'est pas vraiment ce que je voulais absolument faire, mais à force de compulser à droite, à gauche et toujours mes mêmes sources, Gallica, Universalis, les divers encyclopédies, que ce soit la littérature, l'histoire sous l'histoire de la Grande-Bretagne et notamment deux, trois volumes qui résument à peu près l'ère victorienne, etc. Je me suis dit que le mieux, ça serait de vous parler de cette période de l'époque victorienne en abordant les inventions, les conditions de vie, etc. Alors si vous pouvez aller voir le PDF que j'ai fait, ça serait mieux parce que je vous ai même montré la mode vestimentaire, etc. Donc voilà, il y a quelques photos et je peux vous assurer que c'est assez bizarre comme époque, mais c'est une époque assez, on va dire, assez intéressante. Alors, c'est l'époque victorienne, en fait, correspond au règne donc de la reine Victoria. Merci Lisa d'enfoncer des portes ouvertes, bien sûr. Mais on le redit au cas où, qui, en gros, schématiquement, va du 20 juin 1837 au 22 janvier 1901, et aussi à la période florissante qu'a connue l'Empire britannique en cette deuxième moitié du 19e siècle. Alors c'est lorsque la jeune reine Victoria accède au trône d'Angleterre, en fait elle arrive sur un moment où c'est très compliqué pour la monarchie britannique, puisque c'est un peu une monarchie déconsidérée. Le républicanisme progresse à grands pas et ce sont évidemment, comme vous le savez, le début de la révolution industrielle, période qui me plaît beaucoup, qui crée un prolétariat malheureusement de plus en plus miséreux dans les grandes villes. Contre toute attente, en fait, sous son règne, le pays va être vraiment le théâtre de grandes transformations sociales et politiques. Ça va de l'organisation d'un mouvement ouvrier à l'émergence d'une classe moyenne, ça va de la démocratisation de la vie politique au fait que, on va dire que le Royaume-Uni devient entre guillemets l'atelier du monde, parce que à lui tout seul, il va fournir presque un peu plus d'un tiers de la production mondiale de produits manufacturés, ce qui est colossal. Et à la mort de Victoria, donc l'Empire britannique est devenu la première puissance mondiale et la Grande-Bretagne est alors considérée au XIXe siècle comme un modèle pour les autres nations. Mieux, elle est, selon Stendhal, un miroir pour l'avenir. Alors, cette période recouvre bien sûr le règne de la reine Victoria et son arrivée coïncide bien sûr aussi avec une crise économique et l'apparition d'un puissant mouvement contestataire populaire, le chartisme, qui réclame l'instauration d'une démocratie égalitaire en Grande-Bretagne. Cependant, lors des années du 19e siècle, la Grande-Bretagne va connaître une tellement grande prospérité à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières que ce mouvement, ça va s'amoindrir. Alors, le quotidien sous le 19e siècle, on va dire, il y a d'énormes progrès. Alors, quand vous allez voir les progrès qui sont faits à cette période-là du 19e siècle en Angleterre, inutile de vous dire ce qu'il y avait avant. Alors, on voit arriver un indispensable du quotidien. Ah bah, vous allez voir, les toilettes avec une chaise d'eau. Ah bah tiens, voyons. Oh bah si. Voilà. Alors, plus ou moins au diable les pots de chambre jetés par le balcon. Alors oui, il y a encore des gens qui ont des seaux hygiéniques, ça existe, moi j'en ai. Voilà, mais on a tous au moins une toilette avec une chasse d'eau, alors raccordée au tout à l'égout ou pas selon où vous êtes en France, mais en tous les... Bah oui, ça arrive. Mais en tous les cas, vous avez ça. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas que ça, il y avait des pots de chambre dans les maisons. Bon, il y a un timbre. Le timbre est introduit en 1840 en Angleterre. Et évidemment, malgré maintenant les moyens modernes que sont les courriels, le timbre subsiste encore. Alors on peut citer aussi pêle-mêle les nouvelles avancées. Le métro,
qui va équiper de nombreuses villes, bien sûr en Angleterre, mais aussi principalement dans le monde, l'indispensable pneu automobile ou encore la machine à coudre. Ah non, mais je vous le dis, oh, ça galopé. Bon, alors si la croissance profite aux classes aisées, qui a crié tous, toujours les mêmes? Non, n'exagérez pas. Il n'en est pas de même pour le prolétariat en fait. Et c'est vraiment la réalité première de cette ère victorienne, de cette première nation industrielle. En fait, le principe est de n'assister les pauvres que dans les cas limites. Ainsi, il y avait des maisons, ce qu'on appelait les workhouses, qui accueillaient ces gens, mais qui ne devaient pas avoir d'attrait, voilà, et qui malheureusement étaient très souvent théâtre de maltraitance. Les enfants n'étaient pas en reste malheureusement à cette époque-là, ils pouvaient travailler jusqu'à 19 heures par jour en période de pointe. Si quand même. Ah bah quand on se plaint du RTT, voilà, quand on râle, moi j'ai fait 35 heures, il y en a qui faisaient 19 heures par jour, voilà. Il faut dire aussi que l'espérance de vie des classes populaires a chuté à un moment donné à moins de 19 ans, ce qui est quand même colossal. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les classes moyennes. Alors ça c'est un résumé bref, hein, vous allez voir et je développerai après. Dans les classes aisées, vous avez une révolution vestimentaire. Les robes en cloche ont des tailles très affinées, par un corset qui est devenu de rigueur, vraiment au début du victorien. Je rappelle qu'avant, il n'y avait pas forcément de corset sur les femmes. Il y a un nombre de jupons qui va commencer à diminuer à partir de 1850 au profit de cette magnifique crinoline. Alors c'est très beau, hein, mais c'est très très chiant à porter et puis c'est pas pratique pour passer entre les portes. Le corset va être supprimé des robes d'intérieur, aussi intérieures, en 1870, et à la fin du 19e siècle, les vêtements vont commencer à se simplifier et on va voir arriver petit à petit des tenues sportives. Alors en 1850, côté homme, on en est toujours au nœud papillon et au chapeau melon, seules les classes aisées se distinguent puisqu'ils ne portent pas le melon mais le haut de forme, et bien sûr le costume 3 pièces, le célèbre costume 3 pièces britannique, a été adopté définitivement dans les années 1870. Côté architecture, eh bien, c'est très varié et très diversifié. On trouve des bâtiments influencés par le romantisme, mais vers la fin du 19e, il y a deux courants qui vont s'imposer et qui vont baser leur état de fait sur le passé ou l'exotisme. D'un côté, vous avez les néoclassiques, néo-renaissance et médiévales, qui vont avoir plutôt les faveurs des nouveaux riches qui voulaient se parer des beautés d'antan. Et de l'autre côté, vous avez le style Liberty & Co. Oui, tout le monde connaît Liberty, qui emprunte en fait aux architectures orientales. Alors, ils vont pêcher en Chine, au Japon, en Inde, en Égypte, et ça va remporter un succès fou auprès du public. Côté littérature, ça c'est si vous voulez pas écouter le podcast en entier. Côté littérature, c'est une période qui va s'inscrire dans le prolongement du romantisme, qui produit de très grands poètes comme Yeats, ou Yeats comme vous voulez. Le lecteur de cette époque, en fait, peut passer de l'île au trésor, j'adore ce livre, de l'île au trésor de Stevenson, aux écrits un peu plus soutenus, on dirait intelligents, spirituels, on va dire d'Oscar Wilde. Vous pouvez passer de Dracula de Bram Stoker aux déductions de Sherlock Holmes de Conan Doyle. Inutile de vous dire que quand même c'est assez large, mais bien sûr, incontournable de ce paysage littéraire de cette époque, les sœurs Brontë, ah bah si quand même, Charles Dickens, bien évidemment, et bien sûr les pièces de théâtre de l'anticonformiste Georges Bernard Shaw. Et si vous n'avez jamais lu Bernard Shaw, il faut absolument lire Georges Bernard Shaw. Bref, vous avez bien entendu des révolutions. Et parmi une des révolutions qui me tient très à cœur, c'est le daguerréotype, puisque l'invention du daguerréotype en 1839 va créer un effet de mode. Alors un effet de mode,
la démocratisation des portraits des vivants. Avant, si vous aviez envie de vous faire tirer le portrait ou d'avoir le portrait de votre grand-mère, grand-père, votre enfant, nourrisson, eh ben, il fallait poser des heures devant un peintre, moyen. Mais là, vous avez quelqu'un qui vient vous tirer le portrait. Alors bon, on n'en est pas à la photo digitale sur iPhone, hein, voilà. Mais le daguerreotype, c'est déjà une révolution. Vous pouvez récupérer quelqu'un de vivant. Voilà. Le souci, si on veut, parce qu'il y en a des très très beaux, c'est qu'il va avoir l'autre côté. C'est-à-dire que les gens veulent garder un souvenir de leur mort et va se développer les photos mortuaires au 19e siècle. On va immortaliser sur leur lit de mort tout le monde. Voilà. Et on se met aussi à poser auprès d'eux dans une espèce d'imitation de vie. C'est très souvent d'ailleurs le moyen de conserver une photo de leurs défunts, notamment des gens qui perdent des enfants très jeunes, qui vont user de ces photos mortuaires pour garder une photo de leur enfant parce que l'enterrement est rapide et voilà, peindre un enfant mort ça prend du temps. Enfin, je suppose, en tous les cas, quand on est en peinture, on le fait pas en 30 secondes chrono. Là, ça, voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Et il y a des nombreux clichés qu'on peut encore voir aussi maintenant dans diverses archives en Angleterre. Et c'est accessible dans les galeries publiques. Hein. Vous pouvez très bien aller le voir en ligne. Il y a tous ces clichés post-mortem qui sont très souvent des enfants, d'ailleurs. Parce qu'en fait, la mentalité infantile est tellement... est quasiment extrêmement élevée dans l'Angleterre victorienne, et bon, c'est une façon de garder un peu un cliché. Alors, il y a eu une époque, entre guillemets, victorienne en France, si on peut dire ça comme ça, qui est plus une longue période de prospérité, sous un chef d'État, et elle va s'appliquer à la France, alors qui a été très chaotique hein, dans le 19e, hein, puisqu'on a été républicain, monarchiste, impérial et rebelote sur la République. La France a la domination dans la bourgeoisie qui a décidé de s'allier à la rigueur très morale, un peu comme en Grande-Bretagne d'ailleurs, malgré le fait que les différences religieuses et socio-économiques vont perdurer. Et on le sait, la Belle Époque, sous la Troisième République, va se rapprocher. Alors, se rapprocher en matière d'apogée économique, culturelle, scientifique, militaire, de ce que fut le règne de Victoria. Voilà, la Belle Époque française, c'est à peu près le règne de Victoria. Alors, il y a des dates clés dans l'époque victorienne, c'est un minimum hein, royal. Alors moi, vous en ai mis 3 parce que c'est véritablement les 3 pour la reine Victoria. Évidemment, le 20 juin 1837, c'est le début du règne. Victoria de Royaume-Uni, de son vrai nom Alexandrine Victoire de Kent. D'ailleurs, elle n'a pas voulu du tout du nom de Victorie, de Alexandrine, et elle a décidé de s'appeler Victoria, puisque très souvent les rois et reines en Grande-Bretagne changent leur nom, une des rares à ne pas l'avoir fait, et les 2 derniers qui ne l'ont pas fait, c'est la reine Elisabeth II et donc Charles, qui a décidé de s'appeler Charles, malgré que le 1 et le 2 n'étaient pas des personnages les plus sympathiques. Ah non, voilà, ils n'ont pas eu des bons destins aussi, bon bref. Elle est née le 24 mai 1819 à Londres. Elle est la fille d'Édouard Augustus et de Victoria de Saxe-Cobourg-Saalfeld. Elle est nommée reine du Royaume-Uni donc le 20 juin 1837 et succède à Guillaume IV. Son couronnement, qui a lieu le 23 juin 1838 à l'abbaye de Westminster, va faire en sorte qu'elle va régner, donc bien sûr, sur l'Empire britannique, ce que l'on appelle, jusqu'à ce qu'elle devienne, le 1er janvier 1877, la reine Victoria, impératrice des Indes, parce qu'elle va officiellement être proclamée impératrice des Indes à la mort par l'Assemblée de Delhi, qui est menée par un certain Lloyd Lytton, et elle va occuper cette fonction jusqu'à sa mort. Alors, avec cette officialisation, tous les princes d'Inde deviennent les vassaux de l'Angleterre, et la colonie va être dirigée par un vice-roi qui est implanté à Calcutta,
et qui va nommer et gérer tous les gouverneurs de province. Alors c'est un système qui va devenir une administration très très conservatrice, contrairement à ce qu'on aurait pu penser au début, et qui va être très peu goûtée ou appréciée par les Indiens, ce qui me semble assez logique aussi. Et bien sûr, le 22 janvier 1901, la reine meurt à Osborne, laissant d'ailleurs la lignée des Hanovre s'achever à ce moment-là. Son règne a été bien sûr marqué par l'expansion de l'Empire britannique. Comme je vous l'ai dit, c'est devenu la première puissance mondiale grâce à la grande révolution industrielle. Elle lui succède Édouard VII, qui prend donc la suite de Victoria sur le trône. Alors, la vie quotidienne à l'époque victorienne, eh bien, il y avait des routines. Alors là, les routines du matin et les pratiques d'hygiène de vie, on va dire que c'était très ancré dans la normalité. Alors les victoriennes, les personnes de l'ère victorienne mettaient l'accent sur le lever matinal comme signe de bonne moralité et d'ardeur au travail. Alors pour beaucoup, la première tâche de la journée consistait bien sûr à effectuer des routines d'hygiène personnelle qui étaient radicalement différentes de celles d'aujourd'hui. Ah bah si, quand même, voilà. Alors l'hygiène personnelle, c'était quand même une affaire assez rudimentaire. Ah bah si, quand même, bon, oui, voilà. Alors la personne moyenne de cette époque, elle faisait un bon lavage quotidien. C'était souvent en raison d'un manque d'accès à l'eau courante. Il faut dire qu'il n'y avait pas l'eau courante dans les maisons, et alors encore moins quand vous étiez dans les classes inférieures. À la place, ils pouvaient effectuer un lavage sommaire à l'âge d'un petit bassin d'eau qu'ils conservaient dans leur chambre. Alors le savon jouait bien sûr un rôle crucial, mais c'était pas un produit qui était, comme on le connaît maintenant, moussant et parfumé. Et c'était plutôt le savon du début de l'ère victorienne était fabriqué dans des graisses avec des graisses animales, et honnêtement c'était assez caustique, et ça servait aussi pour la lessive. Inutile de vous dire que ça ne devait pas trop folichon sous la douche, enfin sous le bassin, dans le bassin d'eau. Voilà, bassin, c'était une cuvette, on est bien d'accord sur la question. Alors évidemment, plus tard, il va y avoir l'avènement des usines qui vont permettre bien sûr des savons de meilleure qualité, enfin tout est relatif, qui vont devenir un peu plus accessibles petit à petit à tout le monde. Voilà. Alors, bien sûr, les individus les plus riches disposaient de salles de bain privées, d'accès à de l'eau, quelquefois de l'eau chaude, comme on connaît aussi en France les porteurs d'eau, etc., qui arrivaient et qui faisaient chauffer l'eau, évidemment par le personnel de maison, et on l'a tous vu dans des films, qui remplissaient une baignoire, faire en sorte que la personne puisse se baigner, prendre son petit bain. Oui, alors ça c'était pour ceux qui avaient de l'argent, parce que alors, les autres... Alors la classe ouvrière, inutile de vous dire que ça comptait uniquement sur les bains publics et les lavoirs. Ah ben non, si, quand même, à ce moment-là, voilà. Les lavoirs, c'est pour laver le linge. Voilà, et les bains publics, vous imaginez bien. Alors, ces installations communales étaient bien sûr des lieux sociaux importants, et notamment dans les zones urbaines qui étaient densément peuplées, parce que les bains personnels étaient très rares. Alors les lavoirs offraient non seulement un endroit pour se laver, mais aussi un service vital pour faire la lessive. C'était quand même une tâche assez ardue, on va dire, parce que honnêtement, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais moi j'en ai vu, parce que dans ma famille il y avait des battoirs, etc. Et cette blanche de bois nervurée pour pouvoir frotter le linge, battre le linge, frotter le linge au savon. Inutile de vous dire que quand vous aviez des draps en lin énormes et très lourds, ça devait être l'enfer sur terre pour toute personne normalement constituée, enfin les femmes. Donc, il y avait bien sûr des rituels de toilette. Pour les hommes, par exemple, il fallait en gros presque se raser tous les jours ou se faire raser.
Alors, c'était le blaireau et le... Ah, on est bien d'accord, c'était pas les trois lames avec le truc mousse plus doux. Les rasoirs, en fait, étaient droits. C'était un outil de prédilection. Et il fallait une dextérité, une prudence absolue, parce que sinon, vous vous tranchez la jugulaire. Hein. Voilà. Et les femmes, elles, se livraient à des routines, alors plus ou moins élaborées, notamment sur leurs cheveux. Parce que à cette époque-là, les coiffures, alors dans la bonne société, très élaborées, c'était maintenu par, on va dire, alors c'était pas entretenu comme nous par tous les produits qu'on a modernes, et vas-y que je te mets de l'empré-shampoing, et vas-y que je te mets du sérum, et vas-y que je te mets du moisturizer, et des machins, les faits pour faire gonfler les cheveux. Non, mais non, pas du tout. Ça demandait un certain travail, mais l'important c'est qu'il y avait plus ou moins des cheveux propres. Alors, on doit avouer que c'était pas forcément le top du top, hein, l'hygiène sous l'ère victorienne. Voilà, parce que ça garantissait pas 100% on va dire, du lavage, en tous les cas du nettoyage et de l'hygiène, parce que quand vous savez que malheureusement les ouvriers, la classe extrêmement pauvre, vivaient dans des taudis où il y avait, comme je vous l'ai dit, que des pots de chambre et il n'y avait pas forcément de salle de bain, il fallait aller au lavoir ou au bain public pour vous laver, et que vous n'aviez pas forcément que ça à faire si vous trémiez 18 à 15 heures, 15 à 18 heures par jour. Pas tout le monde mangeait à sa faim. Vous n'aviez pas forcément 25 habits, vous en aviez peut-être qu'un, donc qui vous faisait la semaine. Voilà, donc c'était pas reluisant, mais c'était lié à votre classe sociale. Alors bien sûr, hein, les tenues victoriennes de l'extérieur, de la classe évoluée, étaient vraiment très beaux. Voilà, il y avait des uniformes, ça variait de confection. Alors le type moyen de la classe moyenne ou supérieure, il avait un costume 3 pièces, donc d'un frac, d'un gilet, d'un pantalon. C'était souvent fabriqué dans une très bonne laine ou dans du tweed ou dans du cachemire. Ça, c'était pour symboliser la richesse et le statut social de la bestiole. Les chemises étaient en coton, puisque révolution industrielle veut dire révolution dans les usines, hein, puisqu'il y a eu, dans le nord de l'Angleterre, il y avait énormément d'usines de coton, qui d'ailleurs employaient des enfants pour aller filer un fuseau dans le coton, ou aller mettre les petits doigts, parce qu'ils avaient des doigts très fins dans certains endroits, pour aller récupérer les bourrages, ce qui faisait beaucoup d'accidents, et qui évidemment avait de gros problèmes de santé, parce que le coton, ça s'infiltrait ça volait, hein, c'est volatile le coton quand vous le voyez, et donc ça rentrait dans le nez et dans les poumons, et ça causait énormément de problèmes. Alors la mode féminine est un peu plus complexe, hein, parce que voilà, c'est aussi délimité par la classe sociale. Les femmes de classe supérieure ou moyenne portaient forcément des jupes amples, soutenues par des crénolines, des tournures, etc., avec les corsets, etc., parce qu'il fallait soutenir et obtenir une silhouette en sablier. Voilà, vous voyez le sablier, c'est-à-dire un triangle et puis une taille extrêmement fine, et puis hop, ça repart en sablier. Ah bah écoutez, c'était comme ça. Alors évidemment, si vous étiez de la classe moyenne, riche, vous aviez de la soie, le velours, etc., et le coton très fin, qui était très très populaire parmi les nantis. Bon, la classe ouvrière, eux, c'était des tissus un peu pratiques et durables, hein, comme la laine de base et le coton très grossier. Ah bah oui, on n'est pas toujours logé à la même enseigne, hein, il ne faut pas non plus exagérer. Alors, c'est vrai que c'était cette ère victorienne, on va dire une transformation. Il y a eu une transformation dans l'histoire. Il y a les régimes alimentaires, les coutumes alimentaires qui vont arriver aussi, qui sont liées à des aspects de la vie quotidienne, qui sont influencés par la classe sociale de chacun d'ailleurs. Ça variait. Selon si vous étiez riche ou pauvre, hein, voilà. Alors les riches, évidemment, la classe supérieure, les repas étaient élaborés, minutieusement planifiés. Vous aviez au petit déjeuner des choses comme
des œufs, du bacon, du pain grillé, des harengs fumés, un plat à base de riz, poisson, d'œufs, etc., du porridge, du thé ou du café. Au déjeuner, vous aviez communément un peu plus léger, hein, voilà, avec des plats de viande froide, du poisson, des tourtes. Hein, ça se donnait beaucoup, les tourtes, des salades et des fruits. Et le dîner, pardon, était le repas le plus important de la journée. C'était plusieurs plats. Alors, il y avait de la soupe, du poisson, de la viande, des légumes, des desserts, bref. Et évidemment, avec du vin accompagné pour que ça soit vraiment une démonstration de leur classe sociale. Avec un très strict respect de l'étiquette. Ah non, il fallait pas déconner. Alors par contre, dans la classe ouvrière et chez les pauvres, bah, c'était quand même beaucoup plus rudimentaire et largement plus monotone et largement moins nutritif. Ah bah ça c'est sûr. Parce que en gros, le pain, les pommes de terre et le thé étaient la base de base, qui était complétée par de temps en temps de la viande, mais des qualités très pauvres, du fromage ou des légumes quand on arrivait à en trouver. La plupart des repas étaient très simples, très frugaux. Ils se contentaient d'aliments très très bon marché, plus dans la quantité que dans la qualité, puisque bah écoutez, plus c'est copieux, plus c'est bourratif, mieux ça tient au corps. Le petit déjeuner était très souvent composé malheureusement de pain et de graisse de rôti. Alors vous savez, ce gras et ce jus de viande qu'on obtient qui gélifie après. Quelquefois du porridge à l'avoine ou du bouilli. Et le dîner, c'était généralement, malheureusement, le repas principal de la classe ouvrière. Vous avez bien vu que j'ai saupété le déjeuner, hein, voilà, ça c'est fait. Qui incluait très souvent des ragoûts consistants. Hein, alors des patates, ah ben si, quand même des patates, des soupes, évidemment, hein, et des patates bouillies, le tout mélangé avec de la viande et légumes, donc des tourtes ou des pies, ce qu'on appelle, et le souper, donc après, était un repas un peu plus léger très souvent, quand ils avaient de quoi manger, et si c'était ça, bah, ils mangeaient du pain avec de la graisse de rôti, voilà, ça c'est fait. Donc ça c'était plus ou moins ce que vous pouvez imaginer de cette époque. Alors, on va aborder plusieurs choses aussi, là, on va dire, dans l'ère victorienne, parce que il y a des personnes qui ont écrit, notamment Thomas Carlyle, qui a écrit des choses sur son époque, c'est un écrivain écossais, qui a écrit qui a montré son époque, de l'époque victorienne, un monde où le luxe oisif coïncide avec l'extrême pauvreté, où les fruits du progrès généralement sont recueillis en abondance, comme évidemment par les plus nantis et les autres trimes, et les classes laborieuses représentent pourtant la partie majoritaire du pays, on va dire plus de 80% de la population quand même. Voilà, 20% qui sont très oisifs et les 80% qui triment. Bon, c'est comme ça. Et toute cette évolution de mentalité, de technique, de scientifique à bride abattue, parce que dans le 19e siècle, si vous regardez, c'est impressionnant. C'est une société qui va se hiérarchiser et qui va devenir un peuple novateur, très fier, plein d'assurance à son avenir, même dans les classes les plus précaires. Même si les conditions de ces travailleurs précaires se pérennisent, malheureusement, parce que forcément, il faut de plus en plus de monde dans les usines, dans les endroits, et donc c'est tout le paradoxe de l'Angleterre victorienne, c'est-à-dire d'un côté, vous avez l'opulente et la conquérante, et que tout le monde est tout à fait d'accord avec ça, puisque tout le monde y participe, et de l'autre côté, vous avez les gueux. Ah bah écoutez, c'est toujours assez souvent dans ce cas-là. Alors, il y a des démonstrations dans l'Angleterre victorienne, et vous avez notamment l'inventeur Henry Cole qui va avoir un début de réponse, puisque lors de c'est le fondateur en fait de la fameuse exposition universelle, qui est bien britannique, hein, voilà, même si c'est souvent français, mais voilà. Et une des premières d'entre elles est inaugurée le 1er mai
1851 et se consacre donc aux travaux de l'industrie dans toutes les nations. Alors c'est au célèbre Crystal Palace, alors qui était à Hyde Park à l'époque, si je me souviens bien, qui a été bien sûr déplacé depuis, mais à l'époque il était dans Hyde Park. Il va avoir 14 000 exposants, ce qui est quand même assez considérable, qui vont venir de 40 pays, hors bien sûr Grande-Bretagne, mais il faut dire que la moitié fait partie de l'Empire britannique, alors c'est beaucoup plus simple, et qui va donner bien sûr un éclat particulier. Alors, il était prévu, ils avaient, on va dire, prévu 40 000 personnes, 40 000 visiteurs sur cette exposition universelle. Au comptage qu'ils ont fait, il y avait plus de 700 000 visiteurs, ce qui est carrément colossal. Et Thomas Carlyle, dont je vous parlais tout à l'heure, disait « Nous sommes pourvus pour notre vie d'ornements somptueux, mais nous oublions de vivre au milieu d'eux. C'est une fortune ensorcelée que la nôtre. » Voilà. Alors, il y a une mainmise vraiment britannique sur tous les secteurs. Le moteur de la réussite britannique est à la fois scientifique, à la fois transformation sociale et l'instinct. À la fin du XVIIIe siècle, en fait, il n'existe carrément plus du tout de paysannerie en Angleterre. L'agriculture est l'un des exemples les plus frappants. Les structures agraires étaient polarisées entre une poignée de très très grands propriétaires terriens, quelques centaines de milliers de fermiers et au maximum, on va dire, 2 millions d'ouvriers ou entre guillemets prolétaires agricoles. Dans les arcanes de l'État, à ce moment-là, c'est des strates qui sont quand même assez peu répandues, enfin moins répandues qu'en France, et surtout la bureaucratie. Il y a un certain éveil à la vie économique et à un certain secteur. Et donc en 1851, l'Angleterre avait 44 000 employés de bureau, ce qui quand même, voilà, à l'échelle d'un pays développé, c'est négligeable. Par contre, la main-d'œuvre, à l'inverse, était prolifique et s'adaptait à contribuer à l'essor économique du pays. Et toutes les idées scientifiques n'étaient pas pour autant en avance par rapport à la France, hein, attention, parce que la France a été grand contributeur dans le domaine des inventions, parce que les inventions françaises étaient quand même beaucoup plus originales, on va dire. Voilà, c'était très, voilà. Alors les Anglais étaient très terre à terre, les Français étaient très, ouais, bah, comme d'habitude. Bon, bref. Et donc toute cette économie continentale, on va estimer que c'était 80% des exportations européennes étaient tournées vers d'autres pays du continent, et qu'en Angleterre, le tiers allait ainsi vers l'Europe et les 2 tiers restants se dirigeaient à plein poumon vers l'outre-mer. Alors, on considère qu'il y avait une trentaine de pourcents qui allaient à l'export en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, et qu'ils avaient aussi des transactions très importantes avec l'Asie, les pays d'Asie. Alors il faut dire que les comptoirs britanniques, il y en avait partout, hein, on est bien d'accord sur la question, et que ça aidait beaucoup. Alors l'Angleterre est un empire florissant. Alors on n'est plus à l'école de son faste, à l'époque de son faste colonial, mais on arrive à une autre période de l'Empire britannique. Alors, elle a perdu en 1783 les 13 colonies, puisqu'il y a eu lieu la proclamation d'indépendance des États-Unis. Et l'Empire, en 1851, était peu de choses en comparaison. L'Inde, par exemple, les colonies d'Afrique et des Antilles. Mais il y avait un atout majeur, c'est l'as des as, c'est l'Inde, hein, on est bien d'accord sur la question, parce que les Indes, qui étaient à l'époque que 10% à 15% de la population mondiale, et voilà, ça c'est fait, sont devenues la clé de voûte, en fait, de la position impériale et de la politique internationale de la Grande-Bretagne. Politiquement et économiquement, l'Inde et l'Extrême-Orient représentaient véritablement le tiers des exportations et avaient une position extrêmement dominante. Alors, l'anglais moyen, hein, on va dire, n'était pas plus intelligent qu'un autre, mais un événement fondamental dénote par rapport par exemple à la France. Au Royaume-Uni, il n'y avait pas de système de formation de cadres.
car elle disposait de dizaines de milliers d'ouvriers, dont une partie, très à l'aise avec l'outillage métallurgique, était même ingénieur. Et d'ailleurs, le terme ingénieur n'a pas exactement la même signification. En France, un ingénieur est diplômé, alors que de l'autre côté de la Manche, il peut s'agir d'un diplômé comme d'un ouvrier métallurgique. Alors, tous ces avantages montrent bien sûr qu'il va avoir aussi une certaine relation entre le calvinisme et le capitalisme. Alors, si vous connaissez Marx, Weber, vous êtes bien sur la bonne route. Et il y a un grand ordonnancement de ce pays qui va devenir en mutation, qui va ouvrir la richesse à des personnes autres que la noblesse habituelle, puisque ça va ouvrir, entre autres, à des industriels ou à des financiers. Avant les années 1850, la classe des entrepreneurs était toute petite. Et grâce à cet essor-là, à la fin du 19e, début 20e, eh bien, il y a des businessmen, si vous voulez, qui se développent. Et ils deviennent de plus en plus riches, et les grands aristocrates deviennent de plus en plus riches. Alors évidemment, on en connaît un extrait très connu dans L'ami commun de Charles Dickens, qui parle de Mr. Podsnap. Voilà, donc il y a toute cette partie-là qui fait que l'Empire britannique est devenu énorme et a bien sûr bénéficié dans tous les strates de la société, y compris bien sûr en littérature. Alors c'est une société qui est très hiérarchisée, attention, il ne faut pas non plus déconner, hein. Ah bah non, on est britannique ou on ne l'est pas. Bon, alors vous avez bien sûr la bourgeoisie qui est composée de 3 étages très distincts. Normalement on ne mélange pas les torchons et les fourchettes, hein. Il faut pas, les torchons et les serviettes, il ne faut pas déconner. Alors vous avez les miolotis qui sont les banquiers, les négociants dans les grandes villes, les directeurs de chemin de fer ou de mine, les avocats, les médecins, les écrivains à succès, si ça existe. Et cette haute bourgeoisie est vraiment proche de rentrer dans l'aristocratie, notamment grâce au mariage de leurs filles. Ah, c'est stratégique le mariage, hein, faut pas déconner. Vous avez la bourgeoisie moderne et moyenne qui, eux, sont plus des patrons d'industrie, des professions libérales, des notaires par exemple, des professeurs, des médecins, mais pas des médecins de père en fils, des médecins qui se sont faits tout seuls, ou des commerçants, ou des grands commis. C'est une catégorie qui est compétente, qui est à la tête quelquefois d'entreprises familiales. Et ce détail est important parce que les emprunts se font entre membres de famille et non pas par l'intermédiaire des banques. Ça aide. Et en bas, ah bah si, en bas de la bourgeoisie, vous avez la petite bourgeoisie. Alors eux, c'est les employés de banque, les employés de bureau, les maîtres d'école, les représentants de commerce, bon bref, tout ce qui peut se targuer de ne pas être un manuel. Voilà, alors si vous n'êtes pas manuel, vous êtes forcément dans une petite bourgeoisie. Alors après, chacun vivotait comme il pouvait dans son coin, mais ces 3 catégories-là, ils ont une progression rapide. Lors notamment de la seconde moitié du 19e siècle, et une certaine mobilité. Et vraiment, petit à petit, on voit l'apparence de la réussite extérieure. C'est-à-dire si vous aviez une maison, et si vous aviez le début des voitures, à cocher ou pas cocher, ou des premières voitures, et si vous aviez des domestiques à domicile. Ah mais tout est... Ah bah si. Alors nous sommes à l'époque, bien sûr, vers les 1851, de ces grandes familles composées de nombreux enfants. Il faut atteindre 1880 avec l'extension de la contraction pour que le taux de natalité commence à baisser par rapport aux normes des décennies précédentes. C'est un marqueur social important et de statut. Et voilà, il y a quand même une espèce de toujours de valeur morale, de stricte morale. Pareil pour les vêtements, ça commence à tourner au milieu du 19e siècle. Plus on est sobre, plus on est censé être bien. Voilà, il y a ce côté un peu puritain qui arrive. Alors c'est une époque qui a une valeur travail qui est quand même très
respecté, qui se traduit dans le culte du travail littéralement. C'est des très très grandes qualités qui sont recherchées par la société victorienne. Outre les bourgeois, hein, dont on voit, toutes les classes vont être bourrées de gens, puisque c'est la poussière, c'est la crasse, c'est des gens. Les Victoriens sont des très grands bâtisseurs de bâtiments publics, hein, les gares, les bourses du travail, les banques, etc. Ça montre la fierté des citadins de vivre là. Et bien sûr, il y a une démonstration des parcs et d'arriver à développer certaines choses. Par exemple, en 1840, à Manchester, on ne compte pas moins de 3 grands parcs qui ont été plus ou moins financés par le commun des mortels, même avec un sou, mais il fallait participer. Alors, c'est ça, hein, c'est purement urbain, l'ère victorienne, plus ou moins, mais en quelques décennies, par exemple, vers 1875, les 3/4 de la population vivent dans les villes. Ce qui est quand même considérable. Alors ça s'agglutine, hein, voilà. Par exemple, Londres arrive à 5 millions d'habitants, donc ça fait quand même, à cette époque-là, un Anglais sur 6, ce qui est considérable. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Hippolyte Taine, qui a écrit un livre qui s'appelle Notes sur l'Angleterre, et qui dit « Depuis 50 ans, la constitution, les idées, les mœurs deviennent tous les jours moins féodales et plus libérales. Même le mouvement s'accélère, et c'est aux hommes expérimentés qui conduit la machine d'en serrer ou relâcher les freins, juste au moment ou au degré utile. » Voilà, donc vous voyez à peu près comment ça marche. Alors, il y avait des loisirs, hein, bien sûr, sous l'ère victorienne. En fait, on aime passer le temps qu'on a quand on ne travaille pas. Alors, le temps passé à l'école, à l'université, à la lecture, etc., c'est des loisirs qui sont appelés des loisirs utiles. The rational recreation. Il y a le sport qui commence à devenir intéressant, à l'instar du foot d'ailleurs, qui est une bonne rationalisation des jeux de ballon qui l'ont précédé, puisqu'il y a une élaboration des règles qui sont entre 1860 et 1870, puisque ça va devenir plus ou moins un sport d'élite. Hein. À la base, c'est un sport d'élite. Hein. Le football, ça a été créé, entre guillemets, les premières équipes ont été créées amateurs, hein, ont été créés dans les grandes écoles, par exemple Eton, etc. Mais il y avait les ouvriers qui jouaient au foot, enfin à la balle, et qui étaient en fait, entre guillemets, transférés dans une équipe, bien sûr, amateur. Hein. Je rappelle, c'était que de l'amateurisme hein, au début. C'est vraiment l'Angleterre qui a lancé le professionnalisme, mais c'était une espèce de jeu d'amateur marron, ce qu'on appelait. C'est-à-dire que, en fait, il n'était pas payé, mais pour jouer au foot, mais il avait un contrat. Alors il était censé travailler à l'usine. Bon, il travaillait jamais à l'usine. Hein. Il était répertorié comme ouvrier, voilà. Il était payé comme ouvrier, mais en fait il touchait que du ballon. Voilà. Donc, que le ballon. C'est à peu près aux alentours de 1880-85 où le foot va devenir vraiment le jeu du peuple. C'est un triomphe. Vraiment, et la démocratisation se fait progressivement en Angleterre. Il y a un autre sport qui le concurrence, qui le concurrence toujours, mais sauf qui est assez nébuleux pour les hors britanniques, hein, le cricket. Ah oui, ça c'est... Ah moi ça j'ai du mal à j'ai toujours pas tout coopté quand même hein. Non il y a des trucs alors, à côté le baseball c'est simple pour moi hein. Donc non le cricket j'ai un peu de mal qui est lui réservé plutôt à la saison estivale. Alors attention, les aristocrates ont évidemment des activités complètement différentes, faut pas déconner, on joue pas au foot hein. Voilà. La chasse si la chasse à court, oui, faut pas déconner non plus. Et la pêche parce que c'est bien la pêche. Voilà. Alors moi j'aime bien la pêche. Mais bon bref. Les les bourgeois, ils préfèrent les sports de ballon. Voilà, alors on aime bien le foot, on aime bien le golf, on aime bien le croquet, j'aime bien le croquet. Le tennis aussi, voilà. Et grâce au chemin de fer, il y a des loisirs de plage qui se développent, des sites balnéaires qui arrivent. Voilà, alors attention, ne rêvez pas de bikini sur la plage, on ne se déshabille pas, on s'habille juste
autrement. Alors, si vous avez vu des photos, c'est sûr qu'aller à la plage avec une robe, c'est sûr que jusqu'aux chevilles, c'est sûr que ça donnait pas trop envie de se baigner. Mais bon, écoutez, découvrez, hein, voilà. Alors, comme Dieu est plus proche de la propreté, qui était la grande devise des Victoriens, parce que bon, c'était un peu sale, non, c'était crade à l'époque victorienne quand même, c'était vraiment très crade, notamment les classes laborieuses. Aller au bain, c'était quand même une manière assez sympa. Alors après, attention, c'était réservé aux bourgeois et à l'élite. Hein, les crasseux, ils y allaient pas. Ils n'avaient pas le temps. Ils travaillaient, eux. Voilà. Donc, c'est vraiment un partage des codes sociaux. Voilà, l'aristocratie, la classe populaire, des fois se mélangent par certains aspects. Alors, à l'inverse des classes moyennes qui ont été engendrées par l'évolution industrielle, qui sont très moralistes, très chastes, très rigides, hein, un peu comme le prince Albert, le mari de Victoria, d'autres étaient quand même beaucoup plus libertins. Ah si, quand même. Si. Alors, on va dire que les extrêmes, c'est-à-dire l'aristocratie et la classe populaire étaient très libertins, et les nouveaux bourgeois, la nouvelle classe moyenne, ils se prenaient pour le centre du monde, cela. Bon, bref, écoutez, chacun est centré sur son système de chasteté, de valeurs, hein, donc chacun ça, voilà. Bon, après, il y avait beaucoup d'hypocrisie, on est bien d'accord sur la question. Les maîtresses n'étaient même pas cachées. Ah ben non, on les cachait pas, parce que la bourgeoise était la mère des enfants. Donc on épousait une femme, alors très souvent pour son bien, pour les connexions, parce que la famille c'était comme ça. Elle faisait des gosses, c'était la mère des enfants. Donc on ne touchait jamais à sa mère. Par contre, on avait une maîtresse. Voilà. Et elle avait un rôle à jouer. Sa fonction était bien propre. Elle permettait à la femme bourgeoise d'être une femme d'honneur. Voilà. C'est-à-dire qu'on pouvait la sortir, la cocotte. Il n'y avait pas de problème. Mais elle ne faisait pas d'ombre à la femme en titre. De toute façon, la femme en titre, elle avait autre chose à foutre. Elle avait plus du tout envie de se taper chouchou. Donc, elle laissait l'autre bobonne. Hop, là, vas-y, toi, tu le veux, vas-y, je te le file, mais tu m'emmerdes pas. Voilà. C'est à peu près ça. Alors, attention, les divorcés étaient répudiés, répugnés et très, très mal vus. Il y avait un mot, c'était la courtisane. C'était quelqu'un qu'on entretient. Voilà, un double foyer. Voilà, c'était pas une fille de passe, hein, c'était une courtisane. Alors, un jeune homme, pouvait très bien se marier quand il pouvait nourrir sa femme et ses enfants. Et très souvent, il se mariait assez tard. Et le mythe de la moralité victorienne vient de la fidélité de la reine Victoria, qui donne un peu cette image d'ailleurs quand on la voit de son époque, qui n'est pas très fidèle à son peuple quand même, enfin, dans tous les cas ce qui se passait. Alors vraiment, il y a une image d'Épinal aussi sur la nourriture et sur la frugalité. Il faut attendre quand même les années 1860 pour voir quand même l'introduction de la viande en quantité. En 1880, on consomme petit à petit des fruits importés. Il faudra attendre la fin du siècle, du 19e, pour voir, on va dire plus ou moins le même style de nourriture que nous avons dans nos assiettes de nos jours. Voilà. Il faut dire qu'avant, la boisson était quand même plus importante que la nourriture, et certains historiens ont évalué que dans les années 1860 et des poussières, il y avait un débit de boisson pour 186 habitants. Voilà, ça c'est fait. Voilà, alors évidemment, hein, toutes les couches de la population, mais il y avait un lieu qui différait. Voilà, les bourgeois allaient dans les clubs sportifs ou des clubs d'idées, et les ouvriers, ils allaient dans le pub. Voilà, ça c'est fait donc. Alors, on va dire que il y a eu plusieurs choses qui ont marqué cette époque-là. Et comme disait William Shakespeare, n'ayez pas peur de la grandeur. Certains naissent grands, certaines atteignent la grandeur, et d'autres sont poussés par la grandeur. Voilà. Et l'Angleterre victorienne, en fait, elle a été poussée. C'est véritablement une expansion à tous les étages, et même à la fin de ce 19e siècle qui est vieillissant, qui est toujours fascinant, et qu'on sent qu'il y a d'autres choses qui arrivent, c'est vraiment une énorme explosion, une énorme expansion. Alors vous avez bien sûr, tout à l'heure je vous ai parlé de ce mouvement, de ces organisations ouvrières, de l'émergence de la classe moyenne, et de tout ce qui arrivait
à faire ce genre de choses. C'est-à-dire que vraiment, vous avez un courant qui est absolument énorme. D'ailleurs, le steampunk qui est très à la mode de nos jours, enfin depuis quelques années, mais qui est très à la mode, c'est fortement inspiré de l'art victorien. C'est-à-dire que vous n'avez aucun roman de steampunk qui n'est pas ancré dans la révolution industrielle ou dans l'ère victorienne et qui n'a pas les codes. C'est pas possible de faire du steampunk si vous n'avez pas les codes de cette période-là. Alors évidemment, hein, comme je vous disais, il y a une architecture propre à l'ère victorienne et tout se met en branle à cette époque-là. Voilà. On veut avoir un peu plus d'espace. La plupart du temps, la famille riche vit aux 2 premiers étages d'une maison et les domestiques occupent le tout petit 3e étage. Voilà. On veut recevoir du monde. Donc, on a besoin, selon votre classe et vos revenus, on est bien d'accord, d'avoir un peu plus d'espace. On connaît tous ces rangées de maisons victoriennes, un peu en sardine, ces maisons bâties pour les ouvriers d'usine. Hein. Il faut quand même ne pas oublier, dans des milieux peu esthétiques, avec des maisons jumelées et individuelles, qui, à la fin de l'époque victorienne, avaient toutes les commodités modernes, comme le gaz et l'eau courante, chaude et froide, quand ils sont apparus. C'est des innovations techniques et de construction qui en fait vont voir apparaître l'apparition de plusieurs choses qui vont être transportées par le chemin de fer. On va voir arriver l'apparition des briques fabriquées à la machine aussi, parce que voilà, ces ardoises grises des toitures du pays de Galles, par exemple. On voit arriver énormément de choses. On voit arriver l'augmentation des tailles des fenêtres. Il y a plein d'innovations comme ça qui ont contribué au boom immobilier entre les années 1850 et 1870 et qui ont poussé ces Victoriens à construire de plus en plus. Et vraiment, ces courants dont je vous parlais du néoclassisme et du style Liberty & Co, c'est vraiment des choses mais absolument incroyables. Alors, il y a beaucoup de choses dans une bâtisse victorienne qu'on peut voir à l'œil nu. On peut voir les toits en forte pente, le garde-corps en fer peint, les briques simples ou colorées, un ouvrant coulissant et des baies vitrées inclinées ou encore des petits jardins. On peut voir des tours et des tourelles orthogonales ou rondes d'ailleurs, qui permet d'attirer le regard vers le haut. Et on voit bien sûr les fleurons de toit qui représentent très souvent un peu un style église. Alors il y a le design intérieur aussi. Très souvent c'est superposé, encombré, orné, très excentrique. On aime à l'époque victorienne, dans certains, bien sûr, intérieurs un peu riches, les grands escaliers, les grands plafonds, les hauts plafonds, les boiseries richement sculptées. On aime les couleurs de carreaux géométriques, on aime les meubles en bois foncé, on aime le papier peint décoratif. Si, le papier peint décoratif, oh mon Dieu, c'est eux qui nous les ont refourgués jusque dans les années 80. Les planchers en bois qui sont recouverts, eux, de tapis orientaux. Voilà, des rideaux très épais, en velours, très lourds, et bien sûr des vitraux. Alors ça, c'est l'archétype du style un peu victorien, c'est vraiment les vitraux aux fenêtres, etc. Alors ce style architectural victorien va être remplacé par l'édouardien, qui va être largement moins orné. Ah bah ça va être beaucoup plus simple, beaucoup moins encombré. Ah bah ça va jeter à tout va. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est l'ère victorienne dans toute sa splendeur. Alors j'ai fait un truc très rapide, une espèce de catalogue, la Redoute. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses et c'est vraiment une... Moi j'adore la révolution industrielle pour ça, parce que c'est une période incroyable. Les gens qui ont vécu à cette période-là sont passés en gros, hein, de capitaine caverne à la station, à l'ISS, quoi. Voilà, ils sont passés ah mon Dieu, mais peut-être aller laver le drap dans le caniveau d'à côté avec les immondices, ouais, attends, j'appuie sur un bouton, ça va être impacté en 30 secondes. Voilà,
non, mais c'est ça. Descendre au moulin, aller casser son blé pour faire de la farine, le faire cuire au four, le seul four du village, jusqu'à enfourner votre pain déjà tout préparé dans le micro-ondes en une seconde. Voilà. Non, mais voilà. Et eux, ils sont passés à des trucs d'années-lumière. Nous, on n'imagine même pas. Mais alors, par contre, le pendant, c'est que c'était absolument affreux si vous n'étiez pas dans l'aristocratie ou la haute bourgeoisie, quoi. En bas, ça mourait à tout va, les maladies, le travail forcené dans les usines, dans les mines. Non, mais c'était absolument affreux. Alors, quand vous lisez Dickens, vous voyez à peu près ce que ça peut être, et vous n'avez pas du tout envie d'être pendant Dickens. Hein. Personne n'a envie de vivre à ce moment, enfin, dans ces romans-là, sauf être très riche. Mais c'est absolument... Il y a un grand écart incroyable. Alors, ça a été pareil en France, hein, il y a un grand écart énorme, mais en plus, la Grande-Bretagne était à la pointe de tout. C'est-à-dire que la France pouvait un peu lui tirer la bourre, mais pas des masses. Mais ils avaient tout. Et puis ils avaient les comptoirs de l'Empire britannique, ils avaient la route de la soie, ils avaient les épices, enfin bref, ils avaient absolument tout ce qu'ils pouvaient, parce que l'Empire britannique était énorme. Bon, alors vous voyez à peu près le Commonwealth. Si vous voyez les pays du Commonwealth, vous aurez à peu près, presque, à peu près, il y en avait un peu plus, mais on va dire un chouïa près, l'Empire britannique. Les matières premières, énormes. La main-d'œuvre, même pas imaginable. Le transport, voilà. Donc, c'est une période fascinante que je vous invite à aller voir, à aller plus écrire. Alors, c'est vrai que si vous lisez, bon, vous allez vous tomber sur Brontë, sur toutes ces femmes, enfin, tous ces auteurs que j'ai cités tout à l'heure. Mais il y a tellement de choses qui sont incroyables. Vraiment, c'est vraiment une période qui me fascine. Alors, il y a une chose que je voulais finir par ça, parce que c'est assez drôle. Il y avait quand même des aliments bizarres que l'on mangeait à l'époque victorienne. Si. Alors, le premier, alors écoutez, c'est pas ma faute, hein, c'était le salope. Non, commencez pas. Alors, j'ai dit le, pas là. Voilà. Ça s'écrit S-A-L-O-O-P. Alors ça peut s'écrire S-A-L-O-P aussi. On peut le trouver comme ça. En fait, c'était une boisson chaude qui était faite à partir du salep, donc qui était une farine de tubercules d'orchidée. Quelle idée. Où on ajoutait de l'eau chaude avec un peu de sucre, de la fleur, de l'eau de fleur d'oranger ou de rose pour parfumer. Et en fait, c'est les Perses et les Turcs qui en consommaient depuis fort longtemps. Et en fait, les Romains avaient été initiés et le salep s'était répandu principalement en Europe occidentale. Et au XVIIIe siècle, on recommence on commence à en consommer en Grande-Bretagne, en France et en Belgique, et à la place du thé ou du café. Et c'était aussi l'occasion, à l'occasion, on pouvait même en rajouter des fois dans des soupes ou dans du chocolat chaud si on avait. Alors le truc rigolo, tout est relatif, avec cette boisson, c'était que, en fait, en arabe, le mot salep veut dire testicule de renard. Parce qu'en fait, ça ressemble à des testicules. Vous voyez, voilà. Ce qui fait que ce produit était considéré comme aphrodisiaque. Voilà, ça c'est fait. Par contre, dans l'Angleterre du 19e siècle, comme c'était très exotique, on vantait les vertus fortifiantes. Et donc les médecins finissaient par en prescrire pour toutes sortes de maladies. Alors ça allait de l'alcoolisme aux maladies vénériennes. Bon, là tu me diras, c'est pas loin. Et en fait, c'est devenu carrément très louche à un moment donné de boire ou du salope en public. Hein, et donc les Anglais ont fini vraiment par l'abandonner, d'où... mais moi, ça m'a fait beaucoup rire. Ah, je voudrais des salopes. Ah non. Bref, des anguilles en gelée. Alors là, je vous le dis, il fut un temps certain, où en fait... on voit arriver des moules en métal ou en céramique. C'est l'industrialisation.
qui permet ça, de produire ça à bas prix et en chaîne. Et donc, il y a tout un pan de la société qui va s'orienter sur une alimentation tenant dans ces récipients. Et donc, ça va faire des puddings, des flans, des gâteaux, des crèmes, des gelées à démouler. En fait, ça fait joli. C'est un peu tape à l'œil, il faut quand même le dire. Et sur une table, ça fait joli. Même si on a une table modeste, ben, ça fait encore plus joli. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ces récipients, et notamment les aspics. Alors, il y avait des bouillons gélifiés, où on mélangeait la viande, les légumes, le poisson, les crustacés. Et parmi eux, il y avait les anguilles en gelée. Ici, ben voilà. Alors, elles sont cuites à la base dans un bouillon avec du sel et des herbes aromatiques. On les laisse ensuite refroidir. Et les anguilles, en fait, elles vont dégager leur propre gélatine en ayant bouilli. Et c'est un plat qui est visiblement assez facile à faire à l'époque, puisqu'en fait, à l'époque, on peut même maintenant, je pense, mais à l'époque, on pouvait pêcher ces anguilles soi-même. Et en plus, c'était un poisson qui était pas cher, parce que c'était... en fait... c'était pas un poisson considéré comme d'une très grande qualité, ça se mangeait vite, voilà, donc c'était plutôt malvenu, c'était souvent directement vendu dans la rue, donc on pouvait en acheter en gros pour rien. Quelquefois dans la rue, on pouvait même acheter une cuillère d'anguille, où on pouvait prendre un bol. Voilà, un bol qui se passait de client à client. On prenait une petite cuillère d'anguille en gelée. Bon, alors les normes d'hygiène n'étaient pas les mêmes, hein, à l'époque, même cuillère, même contenant. Voilà, ça c'est fait. Déjà que même avec vos gosses, vous n'osiez pas lécher la cuillère derrière. Alors je vous imagine même pas ce que vous connaissez pas, quoi. Voilà, mais bon, écoutez, hein. Alors, la guerre comme à la guerre. Il y a les huîtres en vinaigre. Non, alors... moi, je suis pas forcément une fan des huîtres. J'en mange, hein, mais je peux en manger 3 ou 4, 5, mais pas plus. Nous, les Français, plus ou moins, les huîtres, ça se mange forcément crues et fraîches. Enfin, vivantes, quoi. Si, c'est vivant quand vous les bouffez, quand même, hein. C'est pour ça que des fois, ça fait un peu mal, hein, les tomates, parce qu'ils sont encore vivants, hein, la bête. Bon. Mais au 19e siècle, c'était assez différent. Et les huîtres ne coûtaient pas grand-chose, contrairement à maintenant. Et c'était une solution pour les travailleurs et les pauvres de l'époque de pouvoir en acheter dans la rue. Et d'ailleurs, il me semble qu'on les appelait la protéine du pauvre. Alors, on aimait bien les manger crues, bien sûr, et fraîches. En l'occurrence, on risquait pas de s'intoxiquer des masses, hein. Alors il fallait faire attention aussi, parce que à l'époque la réfrigération des aliments, on n'était pas, enfin c'était un peu balbutiant, hein, quand même. Mais on pouvait aussi les faire cuire. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient? Des beignets. Oui, des beignets. Alors on les conservait aussi dans du vinaigre, d'où les huîtres au vinaigre. Alors, on les cuisait dans leur jus, puis on les mettait dans un bocal, enfin dans ces jarres et ces nouveaux pots en céramique. On les recouvrait de vinaigre, avec un peu de sel et un peu de sucre, des épices, ce qu'on avait, et hop, on faisait la même chose avec d'autres fruits de mer similaires, par exemple des escargots de mer ou des bigorneaux, ce qui donnait évidemment un peu plus d'apport pour manger. Autre mets assez étonnant, on va dire la soupe de farine. Oui, alors je dois avouer que dit comme ça donne pas du tout, mais pas du tout envie. Même après d'ailleurs, hein, vous allez voir. Alors on prépare d'abord un roux avec de la farine et du beurre, puis on délaye avec de l'eau. Oui, n'imaginez pas qu'ils allaient mettre autre chose que de l'eau. Avec un peu de sel et de cumin ou de la muscade, ou enfin en tous les cas ce qu'ils avaient sous la main. Et c'était tout. Voilà, alors il y a de quoi vraiment se poser la question quel était l'intérêt nutritionnel et gustatif de ce genre de truc, hein, parce que bon, de l'eau, de la farine, du beurre, et délayé en soupe, pas top, mais j'ai quand même tendance à dire que c'était bourratif, que ça remplissait l'estomac, ça calait l'estomac, et que le fait qu'ils ne mangeaient pas tous les jours à leur faim, voire pas
tous les jours du tout, ça pouvait être une solution et une recette assez facile pour pouvoir, en gros, se nourrir, enfin en tous les cas, pas mourir de faim. Donc écoutez, soupe à la farine, voilà. Bon, retenez, on ne sait jamais, hein, en temps de disette. Et nous avons aussi le stirabout, donc le truc qu'on touille. En gros, hein, traduction plus ou moins lisienne. Alors, dans ces fameuses maisons de travailleurs, là, les workhouses, la plupart du temps, ils avaient du grumeau. Alors, du gruau. Alors, le gruau, bon, on voit ce que c'est. C'est sûr que des flocons d'avoine gonflés dans un peu d'eau, ça coûte pas vraiment cher pour l'entretien. Et dans ce gruau, il y avait son cousin qui est le stirabout. Donc, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus élaboré. Parce que c'était une bouillie d'avoine, donc le porridge, qui avait un petit peu, quelquefois, agrémenté, attention, selon les moyens, de poisson salé, ou d'un bout de fromage, ou d'une patate bouillie, ou d'une ration de bière, en fait, histoire de faire un peu ce qu'on peut. Ça permettait, bien sûr, malheureusement, c'est minimaliste si vous voulez, mais ça permettait aussi de faire une journée de travail complète, d'être calé. Alors, il y avait aussi des variantes, parce que vous n'aviez pas forcément... Enfin, le gruau, c'est ça. Et le stirabout, c'est vraiment la version low cost. Hein, voilà. Alors, les autres, vous avez du poisson fumé, un peu de fromage, de l'avoine, etc. Le stirabout, c'est pour les pauvres. Hein. En gros, vous avez la farine d'avoine, mais pas complètement parce que ça coûte cher. Vous prenez un peu de farine de maïs, parce qu'à l'époque, c'était quand même celle qui était un peu le moins cher, du sel, de l'eau, et on touille. Voilà, oui, on touille. Voilà, le truc qu'on touille, stirabout. Puisque stir, ça veut dire remuer. Voilà. Ça fait une pâtée. On dirait bien de la pâtée pour chien, en fait. Voilà. Et encore le chien, je crois qu'il la boufferait pas. Et puis ça fait ça. Voilà. Donc vous avez le gruau qui est quand même un plat un peu plus élaboré, où vous pouvez mettre patates, des rations de bière, et puis le stirabout, enfin, le truc low cost, quoi. Enfin, le truc que personne ne veut manger, sauf si vous avez vraiment faim. Voilà. Donc à un moment donné, quand vous bossez 12, 15 heures, 20 heures par jour, enfin pas 20 heures, mais au moins 15 à 19 heures, et que vous avez faim, je pense que vous mangez à peu près n'importe quoi. Et vous avez le Broxy. Alors le Broxy, c'est de la viande de boucherie qui promenait, alors attention, estomac fragile, âme sensible, s'abstenir. C'était de la viande d'animaux morts, de maladies. Si. Alors, en fait, il faut attention, c'est pas de la viande avariée. C'était bon, c'est de la viande malade, hein, on est bien d'accord sur la question à la base, mais ils sont pas avariés. Donc, je dois avouer que maintenant c'est complètement impensable de faire ce genre de truc. Je pense que peut-être dans certains pays très 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 pauvres de la planète, il en existe encore malheureusement. Ça peut arriver. Je pense que manger quand vous avez vraiment très très faim, même un animal malade, vous le bouffez. Hein. Je pense que voilà, quand on sait qu'il y a des gens qui ont mangé des chats, des rats pendant les guerres, à ce niveau-là, je pense que plus dégueulasse qu'un rat. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc, voilà. Mais bon, à l'époque, c'était ça. Alors, au 19e siècle, en fait, il ne faut pas croire que tout le monde avait suffisamment à manger. C'est vrai qu'on voit l'image d'Épinal ou dans les romans. Alors, dans les romans, quelquefois, c'est poussé à l'excès. Ils sont soit très, 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 très pauvres, soit très, 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 très riches. Donc, c'est l'opulence d'un côté, la misère absolue de l'autre. Mais, c'était pas... il n'y avait pas suffisamment. Donc, en fait, on n'allait pas gâcher quelque chose à bouffer, notamment la viande. Voilà, c'était une viande de basse qualité, pas très 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 chère, donc forcément accessible aux plus pauvres d'entre eux. Voilà, par exemple, l'Angleterre est quand même connue pour faire l'Angleterre et l'Irlande sont connues quand même, Écosse aussi, enfin bon, bref, la Grande-Bretagne plus l'Irlande sont quand même connues pour élever des moutons. Et on sait que les moutons sont quand même assez sensibles aux maladies bactériennes.
et que ça pouvait éventuellement transmettre des salmonelles ou des champignons, enfin des infections fongiques, on dit? Oui, fongiques. Donc oui, c'est sûr que ça donnerait pas du tout envie de bouffer ça, mais le Broxy, c'était, à la cuisson, ça peut être empêché de choper les maladies, parce que comme c'était bouilli, voilà, il faisait un pot-au-feu de viande d'animaux malades, quoi, voilà, morts, mais de maladies. Ça donne tout de suite. C'est ragoûtant. Ouais, tout de suite, vous avez tout de suite envie de bouffer. Attention, ça continue. Alors la suite est pas mieux. Voilà, dans le même ordre de bouffe. Seigneur Jésus. Pour les plus modestes, toujours, ah bah oui, pourquoi les priver de choses tellement qu'on a tellement envie de manger. C'était le veau, enfin le veau ou l'agneau avorté. Alors, comment je vais expliquer ça? En fait, il y a des moments où la vache ou la brebis qui est gestante, en fait, doit être abattue pour sa viande. Alors, il y a deux solutions. Oui, il y a deux solutions, en fait. Soit, spontanément, elle avorte, donc elle expulse son veau ou son agneau. Soit, oui, je sais, alors attention, allez-y, respirez un grand coup. Soit, après la mort, ils extraient le fœtus de la carcasse lors du processus de découpe. Ah ouais, non, je sais, ah bah là, ça vous a soulevé le cœur. Oui, bah moi déjà de le dire, ça me soulève. Bon, bref. Donc, selon la taille de ce veau, de cet agneau avorté, il le mettait, il le redonnait aux abatteurs dans les bouchées. Et donc forcément, c'était pas les meilleurs morceaux de viande, c'était très 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 peu cher, c'était de la viande. Voilà, alors elle était, contrairement à celle qui était avant, elle était pas malade. Alors c'est pas ragoûtant, on est d'accord sur la question, mais entre un truc malade, vous savez qu'elle est morte de maladie, et éventuellement un veau qui est avorté et que vous savez pas que c'est avorté, enfin si, vous devez vous le dire, mais bon, il est pas malade quoi. Vous voyez, entre la peste et le choléra, il y a des choix quand même. Bon, non, je sais. Voilà. Alors après, j'ai lu quelque part, mais je me souviens plus où. Qu'en Inde, par exemple, à l'époque de l'Empire britannique, le fœtus de la chèvre qui était donc de cette façon-là extrait était très apprécié. Très très apprécié parce que c'était un mets très tendre, y compris sur les tendons, les os et tout, parce que c'était pas vraiment formé, donc c'était encore tout tendre. Voilà, ça me dégoûte, je dois avouer que voilà. Bon après, en France, on a quand même le canard au sang. Voilà, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un canard qui est bien dodu et comme on le tue en l'étrangulant et pas en l'égorgeant, contrairement à ce qu'on croit, pour qu'il conserve tout son sang, pour pas qu'on l'égorge et donc qu'il vide de son sang. Voilà, à part retirer les pattes, les foies, les magrets, qu'on cuit à part, on le fait rôtir avec la carcasse et donc du coup, après on passe la carcasse sous une presse spéciale qui fait extraire le sang. Et donc on fait une sauce qui s'appelle et qu'on sert et qui est canard au sang qui est très très célèbre, enfin qui a été très très célèbre, notamment par qui a été rendu en fait célèbre. Alors je sais plus d'où ça vient d'une auberge dans le nord-est de la France. Nord-est, ça doit être vers la Normandie ou enfin, oula, les Normands vont me gueuler dessus si c'est pas pour chez eux, mais bon vers là. Ne criez pas si c'est pas... Mais je sais pas si c'est par Rouen. Le Havre ou Rouen. Je pêcherai pour Rouen quand même. Mais bon, tout est relatif. Mais en tous les cas, la personne la plus célèbre qui l'a fait, c'était Monsieur Delair, qui était le cuisinier de la Tour d'Argent à Paris. Voilà. En 1890, il a peaufiné une recette de canard de haut sang, enfin canard à la presse, selon ce qu'on veut. Et la cuisson a été terminée sous les yeux des clients. Voilà, donc il me semble que la Tour d'Argent en fait toujours une de ses spécialités actuellement.
Voilà, canard au sang. Donc écoutez, voilà. Donc vous avez de quoi bouffer, architecture. Allez voir le PowerPoint PDF pour que vous puissiez voir comment on s'habillait à l'époque, des photos des usines et tout. Puis alors, choisissez votre robe, hein, mesdames, et puis choisissez votre tenue, messieurs. On part au bal après. Écoutez, personnellement, vu ce qu'on doit bouffer quand on est pauvre, je veux être riche. Enfin non, je veux être de l'aristocratie sous l'Empire britannique, sous Victoria, quoi. Il est hors de question que je mange ce genre de saloperie, quoi. Bon après, hein, à la guerre comme à la guerre, hein, quand il faut manger, il faut manger. Quand on a faim, on mange. Hein, voilà. Donc j'espère que ce petit podcast sur l'art victorien et la vie quotidienne et les petites manies des victoriens vous aura plu. Dites-moi ce qui en ressort de votre intérêt. Dites-moi si le steampunk vous plaît, si ça vous a intéressé. Si vous êtes intéressé à l'ère victorienne ou à la révolution industrielle à cause du steampunk ou dans l'autre sens, si vous vous intéressez à la révolution industrielle, qui est une grande chose que j'adore, à la mode, etc., de cette époque-là, s'il y a des choses que vous avez... bon, je suppose que vous avez lu tous les auteurs, enfin beaucoup d'auteurs victoriens ou de cette époque-là, donc voilà, anglais principalement. Sachant que ne me sortez pas Léo de Hurlevent, je le déteste. Enfin, je le déteste. Non, je l'ai lu 2 fois, une fois seule et une fois en lecture commune. Mais je ne supporte... Enfin, je supporte pas. Non, c'est un très beau livre, c'est une très belle histoire, mais je ne supporte pas certains personnages. Mais vraiment, je les déteste profondément. Et en vieillissant, ça ne s'améliore pas, mais ma haine a transité d'un personnage à un autre. Voilà, donc ça c'est fait. Ah bah si, oh la Cathy, qu'elle m'énerve. Mon Dieu que je la déteste celle-là. Bon bref. Et la fille qui a complètement oublié de vous parler des livres sur cette époque, des romans sur cette époque qu'elle a lu. Non mais voilà. Allez, bon, écoutez, ah bah ce podcast est un peu fourre-tout, hein, voilà, c'est... Bon, voici quelques œuvres écrites ou qui se déroulent sous l'ère victorienne. Alors attention, ce sont que des livres que j'ai lus. Voilà, donc je ne vous cite que des livres que j'ai lus. Alors, Dickens, Charles Dickens, Oliver Twist, Un chant de Noël, David Copperfield, Les Grandes Espérances, Le Magasin d'Antiquités ou encore Les Temps difficiles. De William Makepeace Thackeray, Mémoire de Barry Lyndon ou La Foire aux Vanités. De Elizabeth Gaskell, Mary Barton, Cranford, Nord et Sud, et Fille et Femme, pardon. Non, Fille et Femme, Femme et Fille, pardon, Femme et Fille. De Elisabeth Angel Perez, Histoire de la littérature anglaise. Vous avez aussi donc Anthony Trollope, Les Chroniques de Barsetshire, Miss Mackenzie, L'héritage Belton ou encore Les enfants du duc. De, évidemment, Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent, de Charlotte Brontë, Jane Eyre, de Charlotte Brontë, Shirley, de Anne Brontë, qui est ma préférée des sœurs, Agnès Grey ou encore La Dame du Manoir de Winfell Hall, de Thomas Hardy, mon chéri, en gros, je vous le dis tout de suite, Tess d'Uberville, Jude l'Obscur, Remède désespéré ou encore Loin de la foule déchaînée. Et enfin, sans oublier, vous pouvez lire George Eliot, Wilkie Collins, Rudyard Kipling, George Browning ou encore Joseph Conrad. Voilà, je ne vous ai pas cité tout le monde, mais vous avez déjà quand même une bonne petite flopée de livres à lire. Je pense que vous en avez lu sûrement beaucoup d'entre eux, mais n'hésitez pas à les relire ou à les lire si ça vous intéresse. Donc, écoutez, prochain podcast thématique historique, c'est Pearl Harbor, donc au mois de décembre. Ah bah oui, vous m'étonnez bien. Ah bah écoutez, de temps en temps, Lisa, elle a les neurones qui fonctionnent, qui connectent, hein, voilà, donc décembre, Pearl Harbor, allez hop, on y va. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre l'année prochaine? Est-ce que je vous ai donné les thèmes de l'année prochaine? J'en sais rien, en fait, des fois je vous dis des trucs, et puis en plus vous me dites rien, donc je sais pas. Alors en janvier... alors attendez, que je ne me souvienne et que je ne dise pas d'énormes conneries. En janvier, c'est le conflit nord-irlandais. On me l'a demandé je ne sais pas combien de fois. Attention, c'est le conflit nord-irlandais à partir de 1969. Enfin, je veux dire le conflit à Belfast, enfin dans l'Irlande du Nord. Pas le conflit, même si j'expliquerai certaines choses de l'indépendance de l'Irlande par rapport
à l'Empire britannique et aux jougs britanniques et à ce qu'ils ont pu faire comme saloperie. Je parle des Britanniques. Dieu seul sait que j'aime ce pays, hein, mais vous savez que voilà, on est... Ah bah écoutez, hein, on pouvait pas être premier partout dans le monde sans faire des saloperies. Hein. Je l'expliquerai en 1969. Après, je vous promets d'être partial. Même si de temps en temps j'ai quand même une tendance à savoir pour qui mon cœur penchait à l'époque, mais je n'ai jamais cautionné la violence, donc du coup c'est sûr que je cautionne ni l'un ni l'autre des gens qui ont commis des attentats. Février, écoutez, on va parler de ma reine, hein, oui, eh ben oui, on va parler d'Élisabeth II. Ouais. Bah, c'est une grande dame. Ah, bah, elle nous manque beaucoup parce qu'elle taperait sur la table en disant arrêtez de faire les conneries, s'il vous plaît. Elle te serait allée voir Vladou à Moscou, deux claquer au lit, ça l'aurait calmé. Et puis Donald, coin coin. Hein. Alors là, ça nous aurait calmé certaines personnes. Hein. Ah, bah oui, oui, devant une femme de cette classe et de cette finesse, je pense qu'il y en a certains qui auraient fermé leur gueule. En mars, on va parler des femmes puissantes françaises, ça on me l'a demandé plusieurs fois, alors je l'ai fait plusieurs fois, j'ai exposé plusieurs femmes, mais je vais essayer de rassembler plus ou moins celles que j'avais fait en podcast, en bulle estivale, parce que c'est pas forcément que les écrivaines, hein, c'est des femmes de tous bords, même des syndicalistes. Donc Lucie Beau, par exemple, je trouve qu'on la distribue pas suffisamment. Donc ça c'est mars. Avril, on m'a demandé l'Africa Corps. Donc ça c'est un peu ma partie, ça va être facile. Et en mai, on m'a demandé la guerre des beurs. Voilà, donc Afrique du Sud. Donc guerre des beurs, je pense que c'est pas mal. En plus, tiens, ça va nous permettre de parler de Winston Churchill. Voilà, donc écoutez, on est au moins jusqu'en mai. Après, on verra bien. Si d'autres thématiques arrivent, bah écoutez, je les rajouterai. Sinon, peut-être que je remanierai ça différemment, on verra. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Merci de vous avoir d'avoir réussi à aller au bout des saloperies culinaires que j'ai pu placer à la fin. Allez, ciao. Au mois prochain.